3, 2, 1. Come on! Et ce jingle est toujours aussi fantastique. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour cette table ronde intitulée De l'école aux hôpitaux, quel levier pour augmenter le bio dans la restauration collective. Le bio qui est censé, je le rappelle, depuis la loi Egalim 1 votée en 2018, représenter 20% minimum dans les approvisionnements de la restauration collective publique. Alors on en est où aujourd'hui? Comment augmenter la part du bio dans la restauration collective? Quels en sont les principaux enjeux, mais aussi les défis à relever? On va en parler avec nos 4 intervenants qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Marie-Cécile Rollin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de Restoco, c'est l'association interprofessionnelle de la restauration collective. Vos adhérents sont tout type de collectivités publiques et associations qui produisent, cuisinent et distribuent des repas en collectivité. C'est un réseau de 20 000 membres répartis sur tout le territoire. Marion Luce, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de projet alimentaire territorial pour le département de la Drôme, dont l'ambition est de devenir un territoire leader exemplaire dans l'atteinte des objectifs posés par la loi Egalim. On y reviendra avec ce que vous faites concrètement pour les collèges, mais aussi la déclinaison dans le secteur santé sociale. Maurice Defresne également est avec nous. Bonjour Maurice. Bonjour. Alors vous êtes le responsable du développement de BioApro. C'est une coopérative des agriculteurs bio du Rhône et de la Loire qui accompagne les professionnels de la restauration dans leur approvisionnement en produits bio, locaux, direct producteurs et de saison dans les 2 départements. Et enfin, Guy-Bernard Cordier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-rapporteur du comité RHD Restauration hors domicile d'Interfel, l'interprofessionnel des fruits et légumes frais, mais aussi responsable grand compte au sein du réseau Le Saint. Vous nous partagerez vos recommandations d'achat des fruits et légumes pour les marchés publics et votre regard en tant que grossiste-distributeur sur la place du bio en restauration collective. On va échanger environ pendant 1 heure avec mes intervenants. Et nous aurons le plaisir d'accueillir à la fin Jérémy Camus, qui est vice-président de la métropole de Lyon, qui nous rejoindra pour nous partager les engagements et les ambitions de la métropole autour du bio dans la restauration collective. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. On prévoira également une petite séance de questions-réponses, si le temps nous permet, pour que vous puissiez interagir avec nos intervenants. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour débuter, on va faire un peu un état des lieux général de la bio en restauration collective avec vous, Marie-Cécile, en rappelant tout d'abord, c'est vrai que la restauration collective, c'est très souvent associé à la restauration scolaire, mais c'est pas que ça. En effet, la restauration collective, c'est 10 millions de personnes qui sont nourries chaque jour, effectivement dans les écoles, de la crèche à l'université, mais également la moitié des repas sont distribués dans les établissements sociaux et les établissements de santé, donc EHPAD, hôpitaux, foyers. Et puis on a la restauration dans les entreprises et administrations, que ce soit les armées, restaurants interadministratifs et autres. Voilà, donc c'est toute cette diversité-là qui fait la restauration collective. Donc c'est presque autant de cuisine que de public nourri et qui est presque autant d'acheteurs que de cuisine. Voilà, c'est un petit peu structuré, mais la particularité de notre secteur, c'est qu'effectivement, en tout cas sur la partie en gestion directe que nous représentons, c'est 60% du secteur et c'est presque autant d'acheteurs que de lieux de cuisine, ce qui peut créer la complexité d'approvisionnement de ce secteur. Un mot sur les segments de la restauration collective qui aujourd'hui sont bien engagés dans une démarche vers plus de bio. Quels sont les bons élèves, si je puis dire? Alors la restauration scolaire est, en grande partie a atteint les objectifs de 20%. Ce n'est pas la totalité du secteur, mais on va y être prochainement. Beaucoup aussi de restauration scolaire ont dépassé cet objectif de 20% parce qu'il y a une vraie impulsion politique sur cette restauration qui n'a pas attendu la loi Egalim. C'est des choses qui datent d'il y a beaucoup plus longtemps et qui a permis de structurer les approvisionnements, structurer aussi la façon de cuisiner, de travailler pour s'adapter aux produits bio. Donc voilà, la restauration scolaire est déjà en route sur le bio. Je pense que le bio a trouvé sa place dans ce secteur. Ça va encore évoluer, mais il ne faut pas attendre une progression énorme des volumes en restauration scolaire parce qu'on a déjà fait beaucoup. Là où on parle moins de la restauration du travail dans les entreprises et administrations, ils sont maintenant aussi soumis à la loi Egalim,
Les entreprises privées du travail n'y étaient pas, mais ils sont désormais. Et là, on a effectivement aussi un secteur sur lequel on a déjà plus de moyens pour cuisiner, parce que le repas peut être vendu un petit peu plus cher et les budgets sont plus intéressants. Et donc, on a une restauration qui également va être un peu moteur dans l'approvisionnement des produits bio. Voilà, elle est en train de rattraper et elle a la possibilité de dépasser certains de la restauration scolaire. Et puis on a, en fin de course, j'allais le dire, les 50% de nos repas qui sont produits dans le secteur médico-social et santé, où là on a des budgets excessivement contraints, où on a, on va le dire, peu d'intérêt et des directions et des convives à avoir du bio. En fait, c'est pas une demande. Néanmoins, c'est un secteur qui commence à travailler sur l'introduction du bio et que nous accompagnons dans ce sens-là. Et on y reviendra plus en détail sur ce secteur santé sociale. Encore une question un peu générique, si je puis dire. On sait qu'aujourd'hui, il y a une baisse de la consommation du bio côté grand public en GMS. Est-ce que la restauration collective elle a un rôle moteur à jouer pour répondre donc aux difficultés de la filière ? Alors, on nous interpelle souvent en disant si vous aviez fait le boulot, vous auriez compensé la baisse. Alors, en chiffres globaux, nationaux, ça peut paraître effectivement possible. Dans la réalité des faits, c'est plus compliqué que ça. Déjà, il faut savoir que la restauration collective, même si c'est énormément de repas, c'est que 10% des achats de l'alimentation partout en France. Non, tu dis moi 5 ? Moi, je dis 7 d'habitude. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est moitié restauration commerciale, moitié restauration collective dans les 10%. RHD, voilà, c'est 10, et restauration collective, c'est 5. Donc, en fait, voilà, on est déjà tout petit par rapport à cette GMS avec effectivement des consommateurs qui achètent moins. Et puis, ce qui est important, c'est que nous achetons au quotidien des produits en général frais. Donc, quand on voit des grandes masses avec des euros achetés, ça paraît facile. Et puis, dans les faits, on peut se retrouver, et les gens ne comprennent pas toujours, avec nous, un acheteur qui va nous dire on a du mal à s'approvisionner parce qu'on est à un moment clé, à un produit, un volume, un lieu où on a besoin que le produit arrive le jour J parce qu'il sera consommé ce jour-là, etc. Donc, c'est effectivement plus complexe que de dire il y a des euros qui ne sont pas achetés, allez-y, qu'est-ce que vous attendez ? On essaye et on va y travailler. On reviendra aussi sur la question des approvisionnements. Je me tourne vers vous, Guy Bernard. Si on se place à l'échelle des collectivités, en tant que grossiste, aujourd'hui, quel est votre constat ? On sait qu'il y a une situation économique et budgétaire qui est contrainte des collectivités. Est-ce que ça leur permet concrètement de continuer à développer le bio ? Alors effectivement, on continue à avoir une progression de la consommation et des achats de bio en restauration collective. Pour l'exemple du groupe Le Saint, chez nous, c'est un peu plus de 8%, 8,5% du global conventionnel bio, et ça continue à progresser. Par contre, en fonction des collectivités, en fonction du type de restauration et en fonction des produits, selon qu'on consomme des fruits ou selon qu'on consomme des légumes, la donne n'est pas la même. En restauration collective scolaire, on est plutôt surconsommateur de fruits, sous-consommateur de légumes. Le légume, il se consomme souvent de manière en surgelé ou en épicerie. Il ne se consomme pas qu'en frais quand on fait de la restauration scolaire. À l'inverse, sur le social, on consomme davantage de légumes, moins de fruits. Et au global, on reste sur un marché d'offres et de demandes. Et l'offre du bio en France, les surfaces en fruits progressent légèrement. En légumes, on est plutôt sur une diminution des surfaces de l'ordre de 10%. Donc on a plutôt une offre globale de bio en fruits et légumes qui est plutôt en baisse. Alors on peut dire que ça fait le pendant de la baisse de la consommation ménage. La consommation ménage, c'est à peu près 70% de la consommation des fruits et légumes. Voilà, et donc la distribution Marie-Cécile le disait, à peu près 5% de la restauration collective sur le global de la restauration. Je ne vais pas vous noyer dans les chiffres, mais donc on est sur une progression plutôt en fruits qu'en légumes. Et après, il y a des effets... alors par contre, ce qui est positif pour pas mal d'intervenants, c'est la progression de l'origine France sur le global bio. Aujourd'hui, dans la consommation de bio en restauration, on est à peu près à 90% de bio français, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans en arrière. Là où globalement, sur le conventionnel, on est à moite-moite, 50-50 entre l'import. Alors,
On trouve naturellement pas tous les produits, fruits, les agrumes, l'ananas, etc. La banane, c'est pas très français. Mais on a globalement une offre de bio français qui a progressé. Et du coup, des chiffres de bio français, parce que ça interpelle souvent les collectivités ou la puissance publique, de dire on est là pour favoriser la consommation du bio français. Alors, il y a des bonnes nouvelles. De l'autre côté, on est quand même dans un environnement économique contraint actuellement. Comment faire face au surcoût qui est souvent associé aux produits bio, tout en respectant des budgets serrés pour les établissements publics? Quelles sont vos recommandations? Ça passe par quoi? Alors nous, clairement, la recommandation, c'est d'acheter le produit bio au bon moment, de préférence quand il est origine France, et de l'acheter dans des conditions d'approvisionnement optimisées, avec des coûts logistiques les plus faibles possibles. On est sur un produit, grosso modo, le fruits et légumes, à 2 euros, 2,50 € du kilo. Si vous y mettez des coûts de distribution importants, vous allez pénaliser l'économie du dispositif et freiner la consommation. Donc la recommandation, c'est aller vers une organisation logistique qui permet d'optimiser les coûts, sur une organisation d'achat qui favorise la consommation de saison de produits français, plutôt que la consommation de produits d'import. Mais ça, globalement, les collectivités, je pense qu'elles ont compris le message sur le risque sur les limites de l'intérêt d'une consommation bio-import. Maurice, vous qui fonctionnez en 100% bio dans vos approvisionnements, quel est votre regard actuellement sur la situation? Je le rappelle, vous êtes sur 2 départements, celui du Rhône et de la Loire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur cet approvisionnement en produits biologiques en restauration collective? Nous, on a la chance sur le territoire d'être poussé par notamment la métropole de Lyon et la ville de Lyon également, mais également la métropole de Saint-Étienne, où ils créent des appels d'offres destinés à pousser l'agriculture biologique, et c'est comme ça qu'on peut vraiment structurer des filières. Et on en parlait, quand une collectivité, nous on va pousser les collectivités à créer des lots 100% bio. Si on fait des lots mixtes, des structures comme la nôtre, on n'est pas capable de répondre. Nous on garantit vraiment de la provenance sur du local et sur du 100% bio. Et c'est vraiment important. Après, il y a beaucoup de notions aussi à mettre dans les marchés publics, des notions de direct producteur. Nous, on est une SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Et en fait, il y a plein de petites astuces à mettre dans les collectivités, dans les appels d'offres, pour qu'on puisse y répondre. Quel est votre regard, justement, Guy Bernard, sur ces marchés publics avec, on sait on parle de l'eau unique, on parle de l'eau mixte. Parfois, vous, en tant que grossiste, par rapport à ce que vient de nous partager Maurice, quel est votre regard sur cette question des marchés publics autour des lots mis en place? Alors, nous, la recommandation qu'on a fait dans le cadre d'Interfel, c'est plutôt d'aller vers une organisation avec marché unique, fruits et légumes conventionnels, bruts, transformés, donc 4e, 5e gamme, et bio en même temps. Alors, l'explication du pourquoi, c'est que dans la diversité des collectivités qui s'approvisionnent, on peut avoir de la grosse cuisine centrale à plusieurs milliers ou dizaines de milliers de couverts, et puis de la collectivité à 150, 200 couverts ou du collège à 500 couverts. Et que mettre en place une logistique dédiée pour des produits bio où il n'y en a pas toute l'année, à certains moments, vous allez avoir 10 kilos de produits commandables ou juste un service. Et on se retrouve avec des difficultés à la fois de maîtrise des coûts et de multiplication des opérations par les collectivités. Parce que si j'ai un fournisseur pour les fruits, un autre pour les légumes, un autre pour le transformé, un autre pour le conventionnel et un autre pour le bio, je risque à un moment donné d'avoir 5 commandes, 5 factures, 5 livraisons. Voilà, donc on a des exemples comme ça de collectivités, surtout quand on est en groupement, ou des groupements de collèges, des groupements d'écoles, où la multiplication des lots, c'est compliqué pour les gestionnaires, et puis économiquement, c'est pas le plus satisfaisant. Maurice, une réaction peut-être? Je suis pas tout à fait d'accord, mais je m'en doutais. C'est là où nous, donc BioApro, on est la coopérative du Rhône et de la Loire, mais on fait partie du réseau, c'est le réseau Manger Bio, où chaque bassin de production ou de population à sa plateforme. Donc on est capable, nous, de répondre aux enjeux de la restauration collective
Nous, on livre aujourd'hui des crèches qui font 30 berceaux, à la cuisine centrale de Lyon qui a 30 000 repas par jour, tout en 100% bio. Et l'importance, moi, sur le terrain, j'entends trop souvent des clients qui passent avec des grossistes. Alors je vise personne, hein, mais où rupture sur le produit bio, on se retrouve à avoir du conventionnel finalement. Et ça reste pas sérieux et c'est une option qui ne doit pas être envisageable, surtout pour les collectivités qui ont des objectifs ambitieux du bio notamment. Et je reviens par rapport à là où je vous rejoins, Guy Bernard, c'est sur l'aspect logistique. Nous, ce qui est important, c'est que en passant par nous, une coopérative du réseau Manger Bio, une collectivité, on prend un collège par exemple, il a accès à un panel de producteurs sur tout le territoire avec une seule commande, une seule livraison, une seule facture. Donc il y a vraiment une rationalisation de la logistique qui est important parce qu'on peut faire du bio, mais du bio qui vient du monde entier, c'est pas forcément l'idéal. Nous, aujourd'hui, la chance, c'est qu'on est capable de répondre à la fois à du volume, mais aussi à du petit détail comme les crèches, de par cette rationalisation. Et voilà, on s'occupe du dernier kilomètre. Au-delà de rationaliser la logistique, un mot sur le référencement. Guy Bernard, c'est aussi un référencement de qualité, le fameux sourcing. C'est un des leviers aussi pour augmenter la part du bio dans la restauration collective. Ah oui, bien identifier son... On m'entend là ou pas? Oui. Ouais. Bien identifier son sourcing, notamment son sourcing de région et son sourcing de saison, c'est essentiel pour la collectivité qui souhaite favoriser la consommation du bio local de saison et français. C'est aussi bien connaître le tissu de producteurs. Donc on est dans une région, Rhône-Alpes, notamment la Drôme, où on a une belle offre à la fois de fruits, de légumes et une offre produit plus développée, par exemple qu'en Bourgogne ou qu'en Champagne quand on remonte. C'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir une diversité de régions, une diversité de cultures. On en parlait avec Marie-Cécile avant. Grosso modo, les fruits, c'est plutôt le sud de la Loire. Et les légumes, là on en trouve dans un plus grand nombre de régions et on en trouve au nord de la Loire, on trouve aussi au sud de la Loire. Donc le bon sourcing, c'est de connaître déjà son tissu régional, l'offre régionale, les calendriers de saison et la diversité des opérateurs de production, sachant que c'est important aussi d'avoir des gens qui travaillent les bons calibres et les bonnes variétés adaptées à la restauration, parce que par exemple sur de la restauration scolaire, on est à la recherche de calibres et de variété. Les enfants, on ne peut pas leur mettre quelque chose de trop dur. Pareil, en maison de retraite, on ira plutôt sur des petits calibres. Et il ne nous faut pas des textures trop dures, difficiles à croquer. Donc bien connaître le sourcing, mais bien connaître aussi la capacité de la production locale de proposer les bons calibres et les bonnes variétés adaptées aux besoins des convives de la restauration collective. Marie-Cécile, Marion, je vous oublie pas, une dernière question pour vous, Maurice. Vous avez quand même la volonté chez BioPro d'être en 100% bio, local, direct producteur et de saison. Ça fait quand même 4 items majeurs. Vous faites comment au niveau du sourcing pour y répondre? Parce que l'équation n'est pas facile quand même. Le nerf de la guerre, ça va être la planification. Si on parle nous, on représente toutes les filières. Ça va du fruit et légumes, au beurre, fromage, la viande, l'épicerie. Mais vraiment, il faut... À chaque fois qu'on parle planification, aujourd'hui on voit, nous c'est un constat assez frustrant chez BioPro, on est entre l'offre et la demande. J'ai les paysans qui me disent mais Maurice, j'ai trop de pommes à vendre, et en même temps j'ai les collectivités qui disent Maurice, je ne trouve pas les pommes bio. D'où l'importance vraiment de faire le lien entre l'offre et la demande, et ça passe par la planification, donc en allant demander des volumes à la restauration collective. Il y a de plus en plus de respect de la saisonnalité, mine de rien. Là, il y a un vrai travail qui a été fait. On ne me commande plus de la tomate en hiver, ça paraît peut-être normal, mais il y a un travail qui a été fait de longue haleine, et ça, pourtant, ça marche de plus en plus. Donc on parle de planification, de coûts aussi, parce qu'on parle beaucoup de la précarité alimentaire et des budgets des collectivités. Mais nous, chez BioPro et dans les plateformes du réseau Manger Bio, on fait des réunions de filières où là on parle de cette fameuse planification, et c'est les producteurs qui vont se réunir 2 à 3 fois par an en fonction des filières et qui vont se dire cette année la carotte elle m'a coûté tant, je vais te la vendre tant à BioPro, et nous on n'est pas là pour négocier avec eux, on veut vraiment avoir la juste rémunération du producteur, et ce qui est super important à la fois pour qu'on garde des producteurs sur notre territoire et pour assurer les volumes avec cette planification notamment.
On a parlé maîtrise des coûts de distribution, rationaliser la logistique, un sourcing de qualité qui soit adapté aux demandes des clients finaux en restauration collective. Marie-Cécile, est-ce qu'il y a un autre levier ou pour vous, quel est clairement le levier numéro 1 à activer pour augmenter la part du bio en restauration collective au-delà de ce qu'on vient de poser comme échange avec Maurice et Guy Bernard? Le premier, c'est le choix, la décision, qu'elle soit politique ou direction. Cette décision, c'est vraiment ce qui fait que dans certains établissements, si la décision n'est pas là, on n'arrive pas à introduire du bio. Cette décision, elle doit aussi se faire en bonne connaissance de cause, c'est-à-dire que je ne peux pas passer sous silence les membres budgétaires. On a encore trop de restauration collective avec des budgets achats produits alimentaires qui sont trop faibles. Aujourd'hui, quand un établissement me dit en scolaire, j'ai 1,50 € pour acheter les produits alimentaires pour faire un repas complet, je n'y arrive pas. Oui, peut-être que la première chose, c'est se remettre en question sur la vraie valeur de l'alimentation et ce budget qu'on donne. Donc ça, c'est le premier élément, c'est le socle. Sans ça, on aura beau faire plein de choses, ça va s'écrouler. Et le deuxième élément, et qui est indissociable, parce que l'un sans l'autre, on n'y arrivera pas, c'est le changement de pratique aussi du côté de la restauration collective. Et c'est ce qui est très bien fait par beaucoup d'établissements. Changer nos pratiques, ça peut être effectivement la saisonnalité. Aujourd'hui, paraît évident qu'on achète des produits de saison, mais c'est aussi parfois aller chercher des économies dans l'offre alimentaire pour permettre d'acheter des produits de plus grande qualité. Et là, quand on va parler de restauration hospitalière et médico-sociale, où on a des budgets qui sont faibles, où il y a peu aujourd'hui de capacité d'aller chercher des financements ailleurs, on est obligé d'imaginer de nouvelles offres alimentaires, d'imaginer des sources d'économie en enlevant des produits qui ne seront pas bien consommés et en les remplaçant par d'autres, où là on sera sur de l'achat de qualité, dont l'achat bio. Vous parliez de bons élèves et de budgets consacrés avec un vrai investissement sur le bio en restauration collective. Eh bien, preuve par l'exemple, comme on dit, avec vous, Marion. Je le rappelle, vous êtes chef de projet alimentaire territorial pour le département de la Drôme, un département qui est à l'avant-garde, il faut le dire, en termes de bio en restauration collective et plus particulièrement pour les collèges, dont le département a la compétence, avec une politique ambitieuse que vous menez depuis bientôt 10 ans. En quoi consiste tout d'abord cet accompagnement? Comment il se traduit concrètement dans les faits? Depuis même plus que 10 ans. Plus que 10 ans. C'est un travail de longue haleine quand même. Il se traduit par la mobilisation de différents leviers. Marie-Cécile en a évoqué certains. Il y a la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est quand même un des premiers actionnés si on veut pouvoir récupérer une marge de manœuvre pour investir dans des produits de qualité. Pour ça, nous, tous les collèges du département, les collèges publics dont on a la charge, sont dorénavant équipés de self-participation. Réduire le gaspillage, on est à 30-40 grammes en moyenne. Et voilà, on a bien évidemment l'accompagnement personnalisé des équipes de restauration. On a une responsable qualité nutrition notamment qui accompagne les équipes sur l'élaboration des menus, sur l'approvisionnement. Des clubs métiers où ils se réunissent régulièrement, annuellement, du coup, pour aborder justement les échanges de pratiques, monter en compétences et l'accompagnement sur le volet, je l'ai évoqué, mais effectivement, approvisionnement. Nous, on a la chance sur le territoire, donc c'est pas BioAppro, c'est une autre plateforme du réseau Manger Bio, c'est Agricourt qui est présent et qui nous permet justement d'avoir une offre structurée, logistique, pour approvisionner les collèges du département. On a travaillé justement sur le cahier des charges. Vous parliez de faire des lots spécifiquement bio. C'est effectivement ce qui a été fait, nous, dans le groupement d'achat, pour pouvoir faciliter la réponse à ces appels d'offres par des structures et des structures locales, favoriser le bio local, tant qu'à faire, pas uniquement le bio. Et voilà. Et puis après, on a d'autres outils qu'on déploie d'approvisionnement d'hyper proximité, comme une plateforme agri-locale, du coup, qui permet de mettre en lien directement les acheteurs publics et les fournisseurs du territoire. Et si on fait un petit point en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui au niveau des collèges publics? Combien de pourcentage de bio? Vers quoi vous tendez? Alors, on a aussi lancé une démarche de labellisation avec l'organisme EcoCert, le label en cuisine, qui nous permet justement d'avoir une traçabilité et objectiver les résultats qui sont atteints dans les collèges. Donc en moyenne, sur nos collèges, on est à 48% de bio maintenant. On a un objectif à l'horizon 2028 qui est la fin du mandat de 50%.
Donc on a de bonnes chances d'y arriver. Et on en a 7 qui ont déjà atteint plus de 60% de bio, dont un qui a reçu là, en mai dernier la mention Excellence Écocert. Il est à 80% de bio. On peut dire que le pari donc, est réussi, en tout cas est lancé au niveau des collèges. Et donc, ça fait plus de 10 ans que vous menez cette politique. Et en 2018, partant de ce constat, vous êtes dit avec la loi Egalim, pourquoi on ne partirait pas de cette expérience réussie et on va la décliner vers d'autres types de structures, dont le santé sociale. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez voulu faire ? Effectivement, on est parti des résultats qui étaient déjà très prometteurs en 2018 des collèges, en se disant il y a certains leviers que les professionnels connaissent plus ou moins tous, la lutte contre le gaspillage, la formation des équipes de restauration, notamment pour les nouvelles pratiques culinaires, la communication au sein des équipes. Et donc, on a décidé de mobiliser ces leviers-là au service d'autres types de restauration sur le territoire. On a un partenaire prestataire du coup qui réalise ça, qui s'appelle Agribiodrome chez nous. Et du coup, c'était ouvert à tout type de restauration. L'idée, c'était d'intervenir en complémentarité aussi de ce que pouvaient faire d'autres types de collectivités qui accompagnent elles aussi parfois souvent la restauration scolaire, un peu moins le médico-social, qui est davantage la compétence du département. Et c'est pour ça que donc 2019, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour accompagner ces structures avec vraiment un accompagnement personnalisé, adapté à chaque problématique. Et quand on a renouvelé en 2022, on a mis une priorité sur le secteur de la santé et du médico-social. Et de ce que vous avez pu observer justement sur ce secteur santé sociale, elle l'évoquait Marie-Cécile tout à l'heure, quels sont les enjeux spécifiques autour de l'alimentation dans ce type de restauration dans les établissements médico-sociaux ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Marie-Cécile les a déjà beaucoup évoqués. Le principal nœud, c'est quand même la marge de manœuvre financière. Ils sont vraiment dans des budgets extrêmement contraints. Certains, parfois, ne connaissent même pas le budget qui est dédié à l'alimentation dans ce type de structure. Donc, c'est aussi une complexité, quand nous, on les accompagne, de pouvoir déterminer vraiment la marge de manœuvre qu'on a à disposition. Donc, c'est vraiment travailler sur replacer l'alimentation au cœur du projet d'établissement. Ce que certains font et ceux qui, nous, c'est un accompagnement, il est basé sur le volontariat, donc les structures qui sollicitent du coup cet accompagnement-là, il faut vraiment, nous, on s'assure qu'il y a un engagement à la fois de l'équipe de restauration, bien évidemment, puisque c'est elle qui va être directement impactée par les changements de pratique, mais l'équipe de direction, parce que sans ça, les changements, ils ont du mal à perdurer dans la durée. Et malgré toute la bonne volonté des équipes de restauration, effectivement, ils ne peuvent pas faire des miracles si on a un coût d'achat de denrées qui est extrêmement faible. Donc voilà, on essaie d'agir là-dessus avec un accompagnement, encore une fois, personnalisé. C'est un diagnostic de la structure. On détermine à partir de ça, du coup, une feuille de route qui est partagée et l'accompagnement qui est lancé sur du plus ou moins long terme. On s'est aperçu qu'il y avait besoin vraiment d'aller au-delà de ce que nous, on avait imaginé, parce que c'est des changements en profondeur et qui nécessitent un accompagnement sur le temps long, parce qu'en médico-social, ils parlent quand même, Marie-Cécile l'a dit, d'assez loin. Nous, les structures qu'on a accompagnées, elles étaient en moyenne en début d'accompagnement à 1 voire 2% de bio, pas plus. Ah oui. Ouais. Si Allez-y, Maurice. Par rapport à ce secteur médico-social, il y a un vrai enjeu pour la production aussi. Nous, comme on travaille beaucoup avec le scolaire, pendant les vacances scolaires, forcément, il y a une baisse de consommation, et notamment sur les vacances d'été, où tous nos producteurs de légumes et de fruits ont leur plus belle production. Aujourd'hui, on a encore du mal à trouver des débouchés, d'où l'importance aussi pour la production d'aller vers le médico-social et la santé qui ont des convives toute l'année. Marie-Cécile, quelle solution en fait pour résoudre cette équation dont parlait Marion à la fois, puisque pour les acheteurs, passer commande vire un peu au casse-tête dans ces établissements médico-sociaux, il y a une grosse contrainte budgétaire, il y a des enjeux financiers. Est-ce que c'est un type de raisonnement qu'il faut changer en fait sur c'est quoi le levier qu'il faut actionner ? Oui, alors on s'est attaqué au problème il y a déjà 4 ans avec les hôpitaux et là on est en train de le faire avec les EHPAD. Alors sur les hôpitaux, on a accompagné 3 hôpitaux pilotes à changer l'offre alimentaire. Je prends 2 exemples. Ce qui coûte très cher à l'hôpital, c'est de fabriquer un plateau repas qui doit arriver dans la chambre du bon patient avec le bon régime, etc. Tout ça coûte cher. Finalement, le budget des produits alimentaires, c'est moins de la moitié du coût réel du plateau pour qu'il arrive.
Et on se rend compte qu'il y a un nombre important de plateaux qui arrivent dans des chambres vides. Le patient a vu le médecin à 10h, à 11h, il est parti dès qu'il a pu, et vous arrivez avec un plateau adapté à son régime, la personne n'est déjà plus là. Donc ça, c'est 4 à 5 euros qui partent à la poubelle directe. Voilà, et donc ça, c'est un coût. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé dans ces hôpitaux-là, en lien avec le ministère de la Santé et l'ARS, qu'on supprimait les plateaux repas le jour où le patient va avoir une autorisation de sortie, et on les remplace par un panier repas qui est une collation, c'est pas un repas chaud, c'est une collation. Si le patient rentre chez lui à 11h, il a son petit panier, il est content. S'il reste, il a un endroit où il va pouvoir prendre sa collation en attente du taxi qui va le ramener chez lui. Et ce qui est intéressant, c'est que cette économie-là, on l'a transférée sur les selfs en ouvrant les selfs des hôpitaux. Il y a des selfs pour les soignants, pour les personnels des hôpitaux. On les ouvre aux patients qui sont autonomes, qui peuvent se déplacer. Ils arrivent dans un self où là, on leur propose des produits durables et de qualité en grande quantité. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est de dire on fait une économie à un endroit, mais cette économie-là, il faut avoir la garantie. Et là, c'est encore tout un boulot par les directions générales des hôpitaux, que cette économie-là, on va la mettre dans l'achat de produits durables et de qualité. Et donc on est en train de le faire maintenant pour les EHPAD. Ce qu'on va faire en EHPAD sur 3 grands groupements d'EHPAD en France, c'est d'enlever pour des patients où on peut le supprimer les CNO, c'est des médicaments qu'on donne aux patients parce qu'ils ne mangent pas assez, donc ils se dénutrissent, donc on leur donne des médicaments. Les médicaments, ils coûtent 1,50 € à 2 €. Nous, dans l'assiette, il nous manque 40 centimes. Vous voyez l'aberration. Donc les 2 € de médicaments, au bout de 3 fois, le patient ne mange plus parce qu'il en a marre, ça part à la poubelle. Et donc on prend la décision pour certains patients de supprimer ce médicament et on négocie, parce que là aussi c'est difficile de faire passer le budget pharmacie au budget alimentation, et en disant, nous, équipe de cuisine, on est capable de faire un repas enrichi, et là on va le faire qu'avec des produits bio. Donc on se reverra peut-être dans un an pour vous dire quel pourcentage de produits bio on aura gagné dans ces EHPAD. Mais vraiment, notre challenge, c'est là. On le fait avec tous les acteurs du bio pour qu'on réussisse à changer, à démontrer que c'est possible. Et ensuite, on va retourner auprès des politiques en disant maintenant, il nous faut écrire ça. Écrivez-nous que quand on fait un enrichi maison avec des produits durables et de qualité, on bénéficie du budget pharmacie et n'en profitez pas pour enlever ce budget-là et nous demander encore de faire des économies. Voilà. Guy Bernard, en tant que grossiste, votre regard, vous, sur ce marché spécifique du médico-social, les difficultés ou encore les leviers pour augmenter le bio dans ce secteur? Alors, la principale difficulté, Marie-Cécile l'expliquait, elle est économique, que la part du repas et du coût denrée dans le repas. Elle est aussi dans la diversité des populations qu'on a dans les EHPAD, parce qu'il y en a qui mangent facilement, il y en a qui sont dénutris, il y en a où c'est du mouliné, c'est du haché. Et bon, donc là, le souci, au-delà de la matière première, de la qualité ou de l'origine ou du côté bio ou conventionnel, c'est faire manger ces gens pour éviter la dénutrition, faire en sorte que le temps de repas soit agréable, qu'il y ait une assistante suffisante, oui, du personnel en nombre pour les accompagner le temps du repas, parce que ça demande effectivement de l'assistance. Et je pense qu'il y a beaucoup de challenges au niveau des EHPAD sur la santé, sur l'hôpital. Marie-Cécile l'a expliqué. En plus, le temps de séjour, il va plutôt tendance à se raccourcir. Je pense qu'il y a plus de travail à faire et de gains à gagner et d'efficacité à trouver sur tout ce qui est EHPAD, mais en ayant une approche segmentée en fonction de l'âge des convives, de leur autonomie. C'est plus compliqué qu'en scolaire où finalement on est en primaire, on est en collège, on est en lycée, mais on va pas dire que les filles mangent d'une façon, les garçons d'une autre. Globalement, en fonction de l'âge, ça mange à peu près pareil, ce qui n'est pas du tout le cas en établissement de santé et en EHPAD. Dans les établissements de santé, Marie-Cécile, est-ce que c'est aussi une question de manière dont le repas est vécu par le public et qu'il faut sortir d'une simple lecture prix-produit et voir le repas dans son ensemble et aller un peu plus loin? Oui, ce qui va nous importer, c'est le repas qui est réellement consommé. Et c'est vrai que consommer un repas en tant que patient dans une chambre avec plein d'odeurs qui n'ont rien à voir avec des odeurs d'alimentation, c'est compliqué. Et on nous renvoie tout le temps, de toute façon, à l'hôpital, c'est dégueulasse. Voilà, moi, on me dit ça au quotidien. Eh bien oui, quand je suis dans une chambre où ça sent mauvais, où j'ai un repas qui arrive, où on ne m'aide même pas, j'arrive pas à le manger, oui, c'est dégueulasse.
C'est pas que le produit n'est pas bon dans l'assiette, pas forcément, mais c'est que les conditions ne sont pas là. Et donc remettre ce patient en état de mangeur au moment du repas, ça nous paraît essentiel. On a enlevé dans les hôpitaux les hôteliers. Les hôteliers, leur métier, c'était de distribuer le repas, de faire le service. C'est un métier, l'hôtellerie, c'est pas du soin. Le repas fait partie des soins, mais pas qu'un médicament calibré, parce qu'aujourd'hui, on sait parfaitement ce que vous mangez dans votre assiette, mais on a oublié le moment du repas. Et ce moment-là, être à table, être un mangeur, pouvoir choisir sur un self et pas être dépendant de ce qu'on va mettre dans ma barquette, tout ça, ça en fait partie. Et c'est vraiment quand on va travailler cet ensemble-là qu'on va réussir à changer les choses et à faire que les convives, les familles des patients s'intéressent à nouveau au repas à l'hôpital. Et ça, on doit le faire avec les directions générales. Voilà. Alors nous, on propose de le faire avec une démarche qui est gratuite, qui s'appelle Mon Resto Responsable, qui amène les restaurants de collectivité dans une démarche de progrès. L'intérêt, c'est qu'on crée une dynamique d'établissement. La direction générale descend et signe les engagements avec l'équipe de cuisine. Et ça peut paraître peu, mais les équipes n'en reviennent pas d'avoir leur DG qui est là et qui parle cuisine pendant 1 heure avec eux. Il y a tellement de choses à voir à l'hôpital que c'est des choses qui sont excessivement rares. Et puis, ça veut dire que l'hôpital tout entier s'engage, les soignants, les médecins, parce que ça va peut-être perturber leurs habitudes, leurs organisations dans les services. C'est des centaines de personnes qui vont devoir s'adapter à ce que le repas soit pris différemment. Et ça, il faut le provoquer dans une démarche, et c'est ce qu'on propose avec Mon Resto Responsable. Marion, je reviens vers vous. Vous nous expliquez que la démarche est en cours auprès des établissements médico-sociaux dans la Drôme. La dynamique est engagée. Si un premier bilan à faire à votre échelle, et qu'est-ce qui reste encore à faire pour que le bio arrive plus dans cette partie de la restauration collective ? Le premier bilan, on va dire qu'il est quand même globalement positif, même si les résultats qui sont assignés par la loi sont pas atteints, mais parce qu'on part aussi de très très loin. Mais on a un certain nombre de structures du coup qui sont accompagnées, notamment des structures hospitalières ou cuisines mutualisées qui livrent hôpitaux et EHPAD, qui ont considérablement fait évoluer leurs pratiques. On a un groupement du coup hospitalier qui est passé de moins de 1% au début de l'accompagnement, qui est à 10-12% maintenant. Ça, c'est uniquement le bio, c'est pas les autres produits de qualité. Et donc on a une émulation aussi, je pense, qui s'est créée au sein de ces équipes-là, qui redonne aussi du sens finalement à leur métier, à leur savoir-faire. Le bilan, il est positif. On en a fait un avec globalement toutes les structures et elles retiennent en tout cas la pertinence d'avoir quelqu'un d'extérieur à la structure qui intervienne en accompagnement, qui porte un regard neuf, qui a une expertise dédiée, qui est en dehors du fonctionnement et pris dans les rouages, on va dire, de l'établissement. Et ça, c'est vécu comme extrêmement bénéfique et ça leur permet d'avoir certains l'ont dit, un souffle d'air, une énergie qu'ils n'auraient pas eu sinon pour s'attaquer, entre guillemets, à cette grosse montagne qui est l'introduction d'une alimentation vraiment plus qualitative en restauration dans les secteurs santé et médico-social. Donc ça nous incite à continuer, même si on ne peut pas dire telle structure a atteint les objectifs de la loi Egalim. On a conscience que c'est du temps long. Un autre effet positif, c'est du coup la mise en réseau aussi de ces acteurs-là. On est dans des métiers où ils sont quand même relativement isolés dans leur pratique. Et nous, dans l'accompagnement, on a à la fois, quand c'est les formations, on a des formations collectives. C'est du coup entre différents cuisiniers des structures accompagnées qui le font ensemble avant d'avoir une immersion dans leur propre cuisine. Et on instaure avec Agribiodrome, du coup, ils mettent en place des temps d'échange pour qu'ils puissent échanger, justement, partager entre les pratiques, comment tel a réussi à surmonter tel défi, tel autre n'y est pas arrivé, est-ce que ça s'y prête, oui, non. Et ça, c'est vu comme quelque chose, effectivement, d'extrêmement positif par ces structures-là. Et vous soulevez un point intéressant, puisque la thématique de notre débat, enfin notre échange, c'est de l'école aux hôpitaux. Quel levier pour augmenter le bio dans la restauration collective ? Vous parliez de mutualisation. Est-ce qu'au final, ça repose aussi sur une histoire de partage de bonnes pratiques entre différents types de structures et voire même, on pourrait amener la restauration collective à ce qu'elle fasse part de ces bonnes pratiques auprès de la restauration commerciale. Est-ce qu'on peut envisager que ça aille jusque-là pour que le bio dans la restauration collective en général soit beaucoup plus impactant ? Nous, on a...
Allez-y, qui veut prendre la parole sur cette question? C'est juste un petit Allez-y. exemple, c'est un peu anecdotique, mais nous, les structures, même si elles ne sont pas accompagnées, du coup, on les invite à participer à ces temps d'échange. Et quand on a des événements qu'on organise sur le territoire où ils ont envie du coup de participer et qui permettent de valoriser du coup leur engagement, on les invite à le faire. Il y a un événement qui a lieu très prochainement, là, le 3 octobre, qui s'appelle le Grand Repas, qui est porté par une association nationale qui peut se décliner dans des territoires. Et l'idée, c'est un menu unique le même jour, et qui veut le cuisiner s'en empare. Nous, en Drôme, on a instauré du coup cette espèce de principe ou de partenariat où on a 2 coparrains. On a un parrain de restauration commerciale traditionnelle et un parrain de restauration collective, en disant justement ces 2 mondes qui ne se côtoient pas nécessairement. Il y a une image assez négative de la restauration collective qui pourrait ne pas être nécessairement innovante ou autre. Et du coup, notamment cette année, ça a très bien fonctionné, le binôme, où ils ont vraiment découvert les réalités des 2 univers. Guy Bernard, vous liez sur cette mutualisation, partage de bonnes pratiques. Alors dans la mutualisation, il y a aussi parfois la mutualisation des moyens. On voit des légumeries qui peuvent servir à plusieurs établissements. On voit des cuisines centrales, clairement, nous, compote bio, pommes bio, ça permet d'avoir une valorisation de produits qui ne sont pas toujours d'un aspect génial. D'une année à l'autre, on peut avoir une production avec des incidents climatiques, des incidents en culture. Donc la mutualisation, ça peut être aussi le partage d'outils. Et là, il y a un vrai bénéfice partagé, des investissements qui sont mutualisés et puis des réalisations qui sont partagées. Donc partage des bonnes pratiques dont parlait Marion. On peut avoir aussi mutualisation des outils. Maurice? Et ouais, moi je voulais rajouter aussi sur cette vision collective. Nous, chez BioPro, dans la SIC, on a 4 collèges aujourd'hui qui prennent les décisions. Un premier qui va être les producteurs transformateurs, un deuxième les logisticiens, un troisième qui va être les cuisiniers, et un dernier, ce sera les convives. En fait, on a regroupé toutes les personnes qu'il faut pour faire un bon repas, de la production à la consommation, et chacun amène sa vision, à la fois ses problématiques, sa vision, et en fait on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans le bon sens, mais qui sont plutôt individuelles et qui s'essoufflent. Et en fait, de travailler ensemble et de se mettre tous autour de la table en disant bon, on aimerait bien aller là, on aimerait bien faire en sorte que les gens mangent mieux et que ça soit bon pour à la fois la santé mais la planète. On se met tous autour d'une table et on avance ensemble. Et ça, vraiment, ça fonctionne aujourd'hui. On va allez-y, Guy Bernard. Juste, alors, pour compléter les interventions, la mutualisation, elle est aussi donc logistique. J'ai compris que chez toi, tu as une offre à la fois d'épicerie, peut-être de surgelé, de frais. Donc, il y a une mutualisation des outils. Chez nous, chez Le Saint, on a aussi la mise à disposition d'un certain nombre, soit d'organisations de producteurs, soit parfois aussi de collectivités qui souhaitent des organisations plateformes. Donc, à certains moments, on accueille dans nos entrepôts une surface qui peut être allouée l'été avec un peu plus de surface parce qu'il y a un peu plus de produits en culture, un peu moins de surface en hiver parce qu'on a un peu moins de production l'hiver. Donc là aussi, il y a une mutualisation logistique des espaces entrepôts ou des camions en livraison. On prendra dans un instant vos questions et réponses avant d'accueillir Jérémy Cabu, donc le vice-président de la métropole de Lyon, qui viendra nous partager les engagements et les ambitions de la métropole autour de ce bio en restauration collective. Mais avant, je vous ai vu, Marion, vous avez pris le micro, vous souhaitiez rajouter quelque chose et on a le temps, donc allez-y, il n'y a pas de souci. C'était pour rebondir sur la mutualisation logistique et la connaissance du territoire, c'est-à-dire connaissance effectivement de la production du territoire, mais du coup des problématiques que rencontre chaque établissement et de savoir qui est livré comment et qui a quel besoin. Nous, c'est vrai qu'en Drôme, on a un territoire qui est quand même assez étendu, avec des contraintes logistiques et géographiques, avec des territoires un peu reculés, etc. Si on sait que de toute façon il y a tel collège par exemple qui est implanté dans telle zone géographique qui de toute façon va être livré par telle plateforme, par exemple Agricourt, et qu'autour il y a des EHPAD mais qui sont des quantités, des volumes tellement petits que sinon ils ne seraient pas livrés, c'est aussi avoir cette connaissance-là pour essayer d'optimiser et de faire bénéficier ces structures-là du coup de ce service finalement logistique à moindre coût. Avant de passer à vos questions, Marie-Cécile, vous avez ouvert cette table ronde. J'ai envie de dire, c'est pas tout à fait le mot de la fin, puisqu'on a encore Jérémy Camus qui va nous rejoindre. On a les questions. S'il fallait retenir
une chose, ça fait 3/4 d'heure qu'on échange tous les quatre, s'il fallait retenir une chose de ce qu'on s'est dit sur le levier pour augmenter le bio dans la restauration collective, ce serait lequel? Qu'est-ce que vous avez envie que les gens retiennent de ce qu'on s'est dit? C'est pas facile comme exercice. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que la restauration collective, c'est un vrai levier pour le développement de la bio en accessibilité à tous. Voilà. Si aujourd'hui, dans des volumes, j'entends que tous les acteurs qui se sont engagés dans la production, qui ont fait des investissements, sont un petit peu déçus de dire c'est long, vous attendez quoi? Donc on est en route. On arrive, on a besoin de continuer à avoir de l'offre. Vous l'avez vu, il y a plein de réseaux de distribution qui se sont mis en place pour nous les apporter. On a besoin aussi que l'offre elle se diversifie pour répondre à nos besoins qui sont parfois très particuliers. Et puis on a besoin, nous, et on le fait, beaucoup de départements comme la Drôme le font, beaucoup d'acteurs comme nous, associations, le faisons aussi. On accompagne le changement de pratique pour qu'on soit tous au rendez-vous le plus rapidement possible. Mais donc cette restauration collective, elle est un levier parce que c'est le moyen d'amener le bio partout, à toutes et tous ceux qui n'ont peut-être plus les moyens de l'acheter chez eux, à ceux qui n'ont pas eu l'éveil, la curiosité, l'envie d'aller acheter ces produits. On est le seul endroit où, quels que soient vos moyens, vous avez accès à un repas complet de qualité, voilà, sans frein par rapport à ses revenus. Donc c'est pour ça que c'est important que la restauration collective, elle soit au rendez-vous. Elle ne fera pas de miracle, elle va le faire petit à petit et être au rendez-vous. Mais effectivement, c'est essentiel que le bio grandisse dans toutes ces restaurations collectives. Merci beaucoup Marie-Cécile. Merci à vous quatre de nous avoir partagé votre point de vue sur ce sujet. Avant d'accueillir Jérémy Camus, on va quand même passer à vos questions-réponses pour que vous ayez en tête ce qu'on s'est dit et que vous puissiez interagir, commenter ce qui s'est dit, apporter une réflexion ou vos désaccords si on a. Nous, on est ouvert à tout autour de cette table. N'ayez pas peur, prenez le micro. Les questions sont à vous. Monsieur, on va vous passer un micro. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Ouais. Je m'appelle Florent Dalmasso, je suis administrateur de la plateforme Agricourt, donc la plateforme de producteurs Drôme-Ardèche qui livre la restauration collective. Et en fait, je voudrais parler d'un désaccord que j'ai avec vous. C'est sur le blocage prix. Parce qu'en réalité, les plateformes, on propose un service de qualité et des produits qui répondent bien au-delà à ce qui est demandé en resto-co. Quand je dis bien au-delà, c'est-à-dire correspond totalement à la demande. Et en fait, en prix, on est souvent beaucoup moins cher que ce qui est proposé par les acteurs qui ne sont pas locaux. On est professionnel, on a un service hyper pro, je le dis, parce que souvent, les plateformes comme nous, à échelle territoriale, on est un peu venus comme des beatniks qui débarquent dans le secteur de la distribution alimentaire. Ça fait 15 ans qu'on existe, et je défends bec et ongle ce modèle économique local, où on est hyper pro, et en termes de prix, on est beaucoup mieux placé qu'on ne le croit. Jusqu'à aujourd'hui, labelliser notre démarche équitable. On n'est pas très cher et en plus, on rémunère le producteur. On est labellisé pour ça par des structures extérieures. Vraiment, je vous invite, si vous ne connaissez pas notre réseau, à vous rapprocher de nous. Sans faire, on est à but non lucratif, vous voyez, donc j'ai aucun problème à en parler. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Donc nous, c'est Agricourt. Voilà. Et c'était le petit coup de pub. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à ce que vient de nous partager ce monsieur? Non, pas spécialement. Écoutez, vous avez bien fait de faire un petit coup de pub. Ça sert aussi à ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que quelqu'un souhaite réagir à ce qu'on s'est dit avec nos 4 intervenants autour de notre sujet? Écoutez, s'il n'y a personne, on va accueillir Jérémy Camus, le vice-président de la métropole de Lyon, qui nous rejoint pour clôturer donc, ce débat. Je vous invite à prendre le micro de Marie-Cécile. Et je vous laisse nous faire part des engagements, des ambitions qui sont très forts autour du bio, dans la restauration collective, dans la métropole de Lyon. Je vous laisse tout nous dire. Merci. Il y a plein de choses qui ont été dites. Et en fait, je vais rebondir sur plusieurs sujets pour évidemment replacer l'alimentation non pas comme un poste de dépense, mais comme un vrai investissement dans plein de politiques publiques. Et c'est ça que je veux vraiment passer comme message, au-delà de vous dire qu'à la métropole de Lyon, on va atteindre l'objectif de 100% bio dans les cantines de nos collèges à horizon 2026. Mais voilà, une fois que je vous ai dit ça, pourquoi on le fait, quoi. Et donc j'aime bien la première thématique qui est considérer l'alimentation comme une politique de santé publique. En fait, dans beaucoup de collectivités, vous n'êtes pas obligé en tant que maire de mettre en place un service de cantine dans votre village ou dans votre ville. C'est pas obligatoire dans la loi. Par contre, si vous le faites, vous le faites bien, vous êtes exemplaire,
vous nourrissez vos enfants de votre village de votre ville avec des bons produits et vous évitez des coûts à la société en fournissant des bons produits. Je vous invite à lire le rapport qui est paru la semaine dernière sur les coûts cachés de l'alimentation et donc les 12 milliards d'euros qui sont nécessaires pour compenser le mauvais système alimentaire qui est aujourd'hui implanté en France et en Europe et je dirais un peu partout dans le monde. Et donc, quelque part, une collectivité, elle se doit d'être exemplaire dans la façon dont elle a décidé de nourrir une partie de sa population. Et quand on dit exemplaire, en fait, on y est loin. En fait, la loi Egalim, on est, dernier rapport 2022, 13% sur les 20% normalement qui sont exigés par la loi. Donc, j'ai 13% moi, alors 7%. Alors 7%, pire encore, 7%, ça veut dire qu'aujourd'hui, quelque part, les collectivités sont hors la loi. Et donc, elles n'ont pas le droit d'être hors la loi. On doit satisfaire la loi telle qu'elle a été votée. Donc voilà. L'autre enjeu, il est aussi social, c'est-à-dire qu'on estime que les repas qu'on sert dans nos cantines, en fait, elles ont aussi un rôle social, en particulier pour les plus précaires, et pour les plus précaires qui n'ont pas les capacités dans leur famille de se nourrir correctement. Et donc engager un repas avec ce pourcentage de bio important, c'est aussi permettre à une partie de notre population d'accéder à une alimentation saine, durable et surtout digne. C'est-à-dire on ne demande rien aux gens, on leur fournit un repas dont ils ont besoin. La troisième raison qui est importante, c'est encore une fois, quand on met 1 euro dans l'agriculture biologique, c'est aussi une politique de soutien à nos agriculteurs. On a eu une crise agricole qui a mis en évidence l'injustice en termes de rémunération pour les agriculteurs. Pour des politiques, ça me paraît difficile d'avoir un discours de soutien devant les caméras et d'avoir un discours de non-soutien en termes de prix pour nos agriculteurs. Donc quand on est une collectivité, certes, ça coûte peut-être plus cher. Et encore, la personne qui disait tout à l'heure, je ne suis pas sûr que le bio coûte plus cher aujourd'hui que du conventionnel. Donc, soutenons les agriculteurs à travers notre commande publique et soyons exemplaires aussi et non pas de double discours. Moi, j'attends que l'Élysée, par exemple, ait un pourcentage d'Egalim au sein de sa cantine, si on peut l'appeler comme ça, en cas le restaurant de l'Élysée, ou au ministère de l'Agriculture encore plus, où on est à des taux de bio qui sont ridicules. Donc voilà, être exemplaire et soutenir l'agriculture. Dernière chose, c'est une politique de développement économique. Développement économique, c'est-à-dire que tout ça ne peut être réalisé que si on structure des filières. Et ces filières d'approvisionnement local, elles ont été malmenées pendant des décennies. C'est-à-dire qu'on a préféré aller s'acheter des produits peu chers avec des circuits très longs, voire très très longs, sur des marchés internationaux. Et on s'est désengagé de la structuration de nos filières locales. Et donc comment on soutient aussi, pas que l'agriculteur, mais le distributeur, le logisticien, le commerçant, s'il y a besoin d'un commerçant dans la ronde, etc. Et donc ça, c'est aussi un gros boulot pour une collectivité qui le fait par ailleurs dans d'autres secteurs d'activité sans compter. La Startup Nation est très très bien arrosée en termes de financement aujourd'hui. Essayons d'arroser un peu des secteurs d'activité qui sont aujourd'hui peu aujourd'hui soutenus, et en particulier tout ce qui tourne autour des distributions en circuit court et de tous les acteurs de la transformation artisanale qui sont nécessaires pour avoir à un moment donné, quand on cultive du blé, on a besoin d'un moulin qui soit pas très loin, qui fasse du bonne farine pour fabriquer du bon pain chez un artisan qui arrive dans les cantines. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur la ville de Lyon en particulier. Enfin, moi j'ai un point important aussi, c'est qu'une collectivité, c'est aussi un employeur. Et un employeur, il se doit d'offrir des conditions de travail décentes à ses salariés, et en tout cas aux personnes qui sont aujourd'hui dans nos cantines. Et à ramener aussi un lien privilégié entre le produit et le cuisinier, c'est redonner du sens au travail des cuisiniers. Et je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, la restauration collective a l'image d'Épinal de soit la grosse louche et on va balancer des choses pas très bonnes pour les enfants, soit on ouvre des opercules avec des omelettes rondes toutes préfabriquées industrielles. Remettre des produits au centre de la cuisine de nos collèges en particulier, puisqu'on s'occupe des collèges chez nous, de redonner du produit de qualité, du produit frais, de le mettre en évidence dans les assiettes et d'avoir le retour des hôtes, des convives, des enfants qui montrent qu'ils n'ont peut-être jamais mangé un bon produit comme ceux qui est fabriqué, ça redonne aussi du sens et ça permet aussi de stabiliser des équipes. On le connaît je ne sais pas s'il y a des élus ou des personnes qui travaillent dans les collectivités. C'est très très dur de stabiliser des équipes dans nos collèges et on arrive parfois à des situations où on n'a pas les moyens de fournir les repas aux collégiens parce qu'on n'a plus les équipes. Une façon de le faire, c'est aussi de remettre du
sens dans leur métier. Et ça, c'est un point aussi important qu'on néglige. Donc ça veut dire que, en fait, tous ces objectifs, cette volonté politique, en fait, c'est de reconsidérer encore une fois que ce n'est pas qu'un poste de dépense, c'est un gros investissement et potentiellement des économies en termes de recrutement, en termes de développement, de création d'emplois, etc., etc. Donc voilà, et donc nous on s'est engagé sur cette voie, je vous ai dit, dès le début du mandat, nous on a augmenté considérablement notre budget pour acheter les denrées. Aujourd'hui, toutes les nouvelles cantines qu'on ouvre dans nos collèges, elles sont 100% bio, 50% local d'entrée de jeu. Et les contrats qu'on a avec des prestataires que vous connaissez tous, on est aujourd'hui à 75% d'alimentation bio dans les cantines avec eux et une part de local qu'on estime importante puisqu'on va vers la saisonnalité et donc l'excuse n'est plus valable si on va vers la saisonnalité d'avoir des produits bio. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Jeremy Camus, de nous avoir partagé votre vision et les engagements également de la métropole. Merci à vous. On va se quitter là, à moins qu'il y ait une ultime question. Sinon, cette table ronde s'arrêtera. Voilà, il est 15h30. On a échangé pendant 1 heure. Je pense qu'on repart bien enrichi et les chakras sont ouverts sur d'autres sujets. Merci beaucoup à vous toutes, à vous tous. Merci à nos 4 intervenants et passez une bonne fin de salon. Bon après-midi. Au revoir. 3, 2, 1. Come on!